Un soir, alors que la poussière du désert de l'Atacama s'était enfin posée, laissant le ciel s'ouvrir comme une cicatrice purulente sur le corps de la nuit, le docteur Harris Thorne a remarqué quelque chose. Ce n'était pas un événement cataclysmique, pas une supernova flamboyante, ni un astéroïde menaçant. C'était bien plus subtil, presque un murmure dans le grand silence cosmique. Il était là, penché sur les moniteurs de son télescope robotisé, surveillant Mars comme il le faisait depuis des décennies. La planète rouge, son éternelle compagne, sa muse silencieuse. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. L'anomalie était infime, à peine perceptible, une légère altération de l'albédo, une minuscule variation dans la réflectivité de certaines régions. Les données spectrales, habituellement si prévisibles pour la planète désertique, montraient des pics légèrement décalés, comme si un instrument était mal calibré, ou comme si l'atmosphère terrestre jouait des tours. Harris a d'abord pensé à une erreur, une aberration instrumentale, la fatigue peut-être. Il a vérifié les capteurs, relancé les calibrations, mais les chiffres persistaient. Une légère, presque imperceptible, absorption de lumière dans le spectre du vert et du bleu, là où il n'y avait toujours eu que le rouge ocre, le gris basaltique et le blanc glaciaire. C'était comme si un peintre invisible avait appliqué une couche de la vie transparent sur un coin de sa toile, juste assez pour troubler l'œil, sans qu'on puisse en identifier la cause. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de doutes et d'observations répétées. Harris, un homme d'une patience infinie et d'une rigueur scientifique inébranlable, a partagé ses données avec quelques confrères triés sur le volet. Au début, ce fut le scepticisme poli. « Filtres encrassés, Harris », disait l'un. « Une nouvelle poussière volcanique sur Mars », suggérait l'autre. Mais quand les télescopes de Hawaï, puis ceux des Canaries, ont commencé à rapporter des données similaires, une étrange excitation a remplacé l'incrédulité. Les anomalies n'étaient plus isolées, elles étaient cohérentes, persistantes. Elles n'étaient pas le fait d'un seul instrument ou d'une seule atmosphère terrestre. Elles venaient de Mars. Les premières images en haute résolution, retravaillées et analysées par des supercalculateurs, ont commencé à dessiner une réalité insensée. Là où il n'y avait que des cratères érodés et des plaines désertiques, des ombres plus sombres, aux contours flous, commençaient à apparaître. Pas des ombres de relief, mais des zones où la lumière était absorbée différemment. Le rouge familier de Mars, ce rouge qui avait bercé l'imagination humaine pendant des millénaires, commençait à se teinter. Lentement, presque imperceptiblement, des nuances de brun vert se manifestaient, d'abord comme des taches d'humidité sur un tissu sec, puis comme des efflorescences timides. C'était le début d'une transformation planétaire, si discrète qu'elle aurait pu passer inaperçue si la science n'avait pas appris à scruter l'univers avec une précision chirurgicale. Puis vint l'analyse spectrale de l'atmosphère martienne elle-même. Les résultats étaient si aberrants qu'ils furent vérifiés et revérifiés par des équipes indépendantes. Des algorithmes différents, des méthodes de calcul radicalement nouvelles. Ils montraient une augmentation inexpliquée et rapide de la vapeur d'eau, non pas sous forme de glace polaire, mais diffusée dans la basse atmosphère. Et plus stupéfiant encore, des traces d'oxygène libre, en quantité infime au début, puis grandissante, comme un souffle ténu qui se transformait en inspiration profonde. Mars était en train de respirer. La nouvelle, une fois qu'elle a franchi les murs des laboratoires et des agences spatiales, n'a pas explosé comme une bombe. Elle s'est propagée comme une rumeur, une légende urbaine scientifique, trop incroyable pour être vraie. Les gros titres des journaux parlaient de mystères martiens, de phénomènes inexpliqués, évitant soigneusement le mot qui brûlait sur toutes les lèvres, vie. Les experts se bousculaient sur les plateaux télévisés, offrant des explications alambiquées, un dégazage massif de volcans souterrains, une nouvelle forme de cryogéologie, une interaction cosmique jamais observée. Mais au fond d'eux, et dans le silence de leur bureau, une autre hypothèse, une hypothèse folle, prenait racine. Le monde a commencé à regarder Mars différemment. Non plus comme un simple point lumineux dans le ciel, ni comme une destination lointaine pour des rovers solitaires, mais comme une toile vivante sur laquelle un artiste cosmique redessinait les contours de la réalité. Chaque nuit, des millions d'yeux se tournaient vers le point rouge-brun, cherchant eux-mêmes les signes de ce changement. Et ils les trouvaient. Les images publiques, enfin rendues disponibles, montraient des zones d'ombre s'étendant, des teintes verdâtres apparaissant dans les canyons, le long des vallées asséchées, comme des veines de vie qui se dilataient. Le grand désert cosmique était en train de verdir, et personne ne savait pourquoi, ni comment. Ce n'était pas une transformation brutale,
mais une mutation silencieuse. La vie quotidienne sur Terre continuait, imperturbable. Les embouteillages persistaient, les factures s'accumulaient, les guerres locales faisaient rage. Mais en arrière-plan, une nouvelle mélodie s'était ajoutée au bruit du monde. Une mélodie dissonante et fascinante. La simple contemplation de Mars n'était plus la même. Le fait de savoir qu'un autre monde, un monde mort, était en train de renaître, changeait la saveur de l'air, la perception du temps. C'était une présence constante. Un fardeau merveilleux, une question sans réponse qui flottait au-dessus de chaque conversation, de chaque décision. Les débats ont éclaté, non seulement scientifiques, mais philosophiques, religieux. Qu'est-ce que cela signifiait pour l'humanité? Était-ce un signe divin, une expérience extraterrestre, ou une simple, mais monumentale, bizarrerie cosmique? Les théories du complot pullulaient, nourries par l'incapacité des scientifiques à fournir une explication unique et plausible. Le fait que personne ne comprenne le comment rendait le quoi encore plus vertigineux. Mars, la planète aride, était en train de devenir habitable, de se parer d'une atmosphère respirable et d'une hydrologie liquide, et cela se faisait sous nos yeux, à une vitesse géologique fulgurante, sans aucune intervention humaine connue. Et puis, il y eut le changement dans le ciel nocturne lui-même. Non pas un changement dramatique, mais une altération subtile de la lumière que Mars renvoyait. Elle n'était plus ce point rouge et ardent, mais une sorte de gemme opalescente, avec des reflets changeants. Les astronomes amateurs, avec leurs petits télescopes de jardin, ont été les premiers à le remarquer, à le décrire avec des mots poétiques et imprécis. Une lueur plus douce, une couleur plus profonde, comme si elle respirait. La perception du ciel nocturne, cette tapisserie immuable, commençait à se fissurer. La Lune restait la même, fidèle et grise, mais Mars. Mars était devenu un miroir changeant de nos propres espoirs et de nos peurs. Les gouvernements se sont réveillés, les agences spatiales ont multiplié les missions d'observation, les budgets ont explosé. La course vers Mars n'était plus une question d'exploration, mais de survie, de compréhension, peut-être de colonisation. Mais avant même que les premiers vaisseaux habités ne puissent être conçus, avant que les stratégies ne soient élaborées, une question fondamentale planait. Qu'allions-nous trouver sur cette nouvelle Mars? Et surtout, qu'allait-elle devenir, cette planète qui nous regardait changer, tout en changeant elle-même? Le docteur Aristorn, les yeux rivés sur les écrans, voyait le rouge s'estomper, remplacé par des teintes de vert et de bleu. Le désert mourait pour laisser place à... quoi? Le silence de l'espace n'avait jamais été aussi assourdissant. La gemme opalescente flottait désormais dans le ciel nocturne, non plus comme un point lointain et familier, mais comme un astre nouveau, étranger, un phare de mystère et de promesses qui défiait chaque axiome de l'astrophysique, chaque certitude ancrée dans la roche de la science. Sa lumière, jadis d'un rouge martial et immuable, irradiait à présent des teintes nacrées, opalescentes, comme si le cœur de la planète s'était éveillé pour projeter une aura de vie nouvelle dans le vide sidéral. La transformation avait été d'une rapidité vertigineuse, une accélération géologique qui avait fait basculer la perception humaine de l'espace et du temps. Les télescopes, jadis braqués sur des galaxies lointaines ou des nébuleuses en gestation, des mondes exotiques des milliards d'années-lumière, convergeaient tous vers cette voisine soudainement renaissante. Des observatoires emblématiques comme l'ALMA dans le désert d'Atacama, le Keck sur le Mauna Kea et le télescope spatial Hubble lui-même, habituellement dédié à scruter les confins de l'univers, avaient réorienté leurs optiques avec une urgence frénétique. Leurs images, d'abord accueillies avec un scepticisme professionnel, puis avec une stupeur grandissante, révélaient une réalité impossible. Les données affluaient. Des torrents d'informations que les supercalculateurs peinaient à digérer, leurs processeurs surchauffant sous le poids de l'incroyable. Chaque bit confirmait l'anomalie, chaque pixel révélait une nouvelle strate de l'impossible, un défi direct à tout ce que l'humanité croyait savoir de la formation et de l'évolution planétaire. Les missions orbitales existantes, véritables sentinelles silencieuses de l'espace, comme le Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, avec son appareil photo iRISE, le Mars Express de l'ESA, ou encore l'ExoMars 13 Gas Orbiter, furent réorientés à la hâte,
leurs instruments surchargés d'une tâche pour laquelle ils n'avaient jamais été conçus. Cartographier une transformation à une vitesse géologique fulgurante, une terraformation spontanée et sans précédent. Leurs capteurs, calibrés pour l'aridité, la roche et la poussière, envoyaient des lectures aberrantes, des signatures spectrales inconnues, des variations thermiques inexpliquées. Les images à haute résolution renvoyées étaient à couper le souffle, et pourtant, elles ne parvenaient pas à capturer l'essence de ce qui se déroulait. Ce n'étaient pas de simples photographies, c'étaient des fenêtres sur un miracle. Les taches sombres, initialement interprétées comme de l'humidité ou des dépôts de glace carbonique saisonniers, s'étaient étirées, avaient fusionné, révélant des étendues d'un vert profond, presque indécent sur ce monde que l'humanité avait toujours connu ocre et stérile. Ce vert n'était pas le vert pâle et timide des lichens arctiques, ni le vert saturé des forêts tropicales terrestres. C'était un vert vibrant, presque lumineux, d'une intensité qui défiait la classification, s'étendant à travers les vastes plaines de Vastitas borealis et Hellas planitia, grimpant les flancs des montagnes et des cratères. Des réseaux sinueux, d'abord fins comme des capillaires dessinés par un pinceau invisible, puis larges comme des artères battantes, serpentaient à travers les plaines, trahissant la présence d'une hydrologie liquide désormais débridée. Des rivières, d'une clarté inattendue, creusaient de nouveaux lits, érodant la roche martienne millénaire à une vitesse ahurissante. Des deltas se formaient là où ces nouvelles veines d'eau se jetaient dans des dépressions, et bientôt, des lacs, des mers intérieures, dont les rives scintillaient sous la lumière nouvelle, se formaient dans les cratères et les bassins. Le cratère Gale, jadis exploré par Curiosity, était désormais un lac profond, ses rives verdoyantes reflétant l'éclat opalescent du ciel. La surface de Mars, autrefois une mosaïque de déserts rouillés et de roches silencieuses, devenait un tableau impressionniste de vie et de mouvement. L'atmosphère, ce linceul ténu qui avait toujours emprisonné Mars dans son passé glacial, s'épaississait à vue d'œil. Les images des orbiteurs montraient des formations nuageuses dynamiques, des panaches de vapeur d'eau s'élevant des nouvelles étendues liquides, des brumes matinales enveloppant les vallées. Les spectrographes confirmaient une composition en mutation constante. Le dioxyde de carbone diminuait à une vitesse vertigineuse, comme absorbé par une force invisible, remplacé par une explosion d'oxygène libre et de vapeur d'eau. C'était comme si la planète se débarrassait de son ancienne peau pour en révéler une nouvelle, vibrante et respirante. La pression atmosphérique montait, les températures moyennes se stabilisaient, franchissant le seuil critique du point de congélation de l'eau, et même s'aventurant au-delà, créant des conditions de plus en plus propices à ce que l'humanité nommait vie. Le docteur Harris Thorne, les yeux rivés sur les courbes et les graphiques de son moniteur, dans la pénombre de son laboratoire de l'Atacama, sentait son cœur battre au rythme des fluctuations atmosphériques de Mars. Astrophysicien de renom, il avait été le premier à percevoir le murmure, une anomalie infime dans les données spectrales, une signature inattendue dans le rayonnement infrarouge. Ses collègues avaient d'abord souri, puis froncé les sourcils devant son insistance. Maintenant, il était l'un des premiers à entendre le cri de vie qui s'élevait de la planète rouge. Ses nuits étaient devenues des jours, ses repas des distractions. Chaque nouvelle donnée était une décharge d'adrénaline, chaque confirmation une preuve de sa propre folie initiale. Le comment restait une énigme abyssale, une question qui tordait l'esprit, mais le quoi était là, palpable, indéniable. Mars était vivante. Et la vie sous cette forme était d'une puissance et d'une ampleur que l'humanité n'avait jamais envisagée. Cette révélation, plus qu'un simple fait scientifique, fut une déflagration existentielle qui résonna jusqu'au fondement de la civilisation. Les premiers rapports, prudents et timides, puis les confirmations irréfutables, jetèrent le monde dans une stupeur collective, une transe mêlée d'incrédulité et d'émerveillement. Les chaînes d'information en continu ne diffusaient plus que des images de Mars, des zooms hypnotiques sur ces étendues vertes qui s'étendaient comme une contagion bénie, des vidéos accélérées montrant des rivières se formant en quelques heures, des lacs remplissant des cratères en quelques jours. Les experts se succédaient sur les plateaux, leurs voix tantôt tremblantes d'excitation juvénile, tantôt empreintes d'une gravité presque religieuse. La science, la philosophie, la théologie, toutes les disciplines humaines se retrouvaient face à un miroir brisé, contraintes de réévaluer leurs fondements, leurs dogmes, leurs récits de l'origine et du destin. L'humanité n'était plus seule dans l'univers.
Elle n'était plus même seule dans son propre système solaire. Les gouvernements, d'abord figés dans une incrédulité mêlée de méfiance et de calculs politiques, convoquèrent des sommets d'urgence, des conférences secrètes, puis des déclarations publiques empreintes d'une solennité inédite. Les programmes spatiaux furent réévalués du jour au lendemain, les budgets multipliés par des facteurs astronomiques. Les vieilles rivalités s'estompaient, du moins en apparence, devant l'ampleur de l'enjeu. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, l'Inde, les Émirats arabes unis, tous les acteurs majeurs de l'exploration spatiale s'engagèrent dans une collaboration forcée, une course contre la montre pour comprendre ce miracle. L'idée d'une mission habitée vers Mars, jadis un rêve lointain réservé à la fin du siècle, devint une priorité absolue, un impératif catégorique. Mais la prudence restait de mise. Qui savait ce qui avait provoqué cette transformation? Était-ce une forme de vie intelligente, un organisme planétaire à l'échelle cosmique, une conscience géologique se réveillant après des éons de sommeil, ou un processus géologique d'une nature inconnue, potentiellement dangereux, voire hostile? La question n'était plus de savoir si Mars était habitable, mais si elle était accueillante. Les théories les plus folles fleurirent, alimentées par la soif d'explication et la peur de l'inconnu. Certains y voyaient l'œuvre d'une intelligence extraterrestre, une terraformation accélérée, orchestrée par des mains invisibles, un cadeau inestimable de vie ou un avertissement cryptique. Des experts en exobiologie débattirent de la possibilité d'une panspermie dirigée à une échelle colossale. D'autres parlaient d'une réaction planétaire autonome, une sorte de conscience cosmique se réveillant après des éons de sommeil. Une planète-organisme qui avait décidé de se régénérer. Les mouvements religieux, eux, y décelaient des signes prophétiques, la preuve d'une intervention divine, la genèse d'un nouveau paradis promis aux fidèles ou l'annonce d'une apocalypse imminente pour les pécheurs. Les réseaux sociaux étaient inondés de débats passionnés, de théories conspirationnistes, de messages d'espoir et d'alarme. Le ciel, jadis simple toile de fond indifférente, était devenu un écran géant sur lequel se projetaient toutes les angoisses et tous les espoirs de l'humanité, un miroir des âmes. Pendant ce temps, sur Terre, la vie continuait, mais avec une perspective radicalement altérée. Les embouteillages étaient toujours là, les factures toujours à payer, mais le regard des gens se posait plus souvent sur le ciel. Les conversations quotidiennes étaient imprégnées de cette nouvelle réalité. Les enfants, dans les cours d'école, ne dessinaient plus seulement des fusées, mais des paysages martiens verdoyants. Les artistes, les musiciens, les écrivains s'emparaient du phénomène, créant des œuvres qui tentaient de saisir l'ampleur de l'événement. Le rouge familier de Mars, ce point ardent qui avait guidé les navigateurs et inspiré les poètes pendant des millénaires, avait cédé la place à une perle lumineuse, son éclat verdâtre se mêlant au bleu de la nuit, une lueur douce et persistante. C'était un rappel constant, une énigme suspendue au-dessus de chaque tête, une question silencieuse qui résonnait dans chaque conversation, dans chaque silence. Et maintenant, Harris Thorne, lui, avait trouvé une nouvelle forme de solitude, celle du prophète involontaire, du porteur de la nouvelle. Son observatoire de l'Atacama était devenu un point focal pour les médias du monde entier, un lieu de pèlerinage pour les journalistes et les curieux. Mais il préférait le silence de la salle de contrôle, la compagnie des données brutes, le langage froid et rassurant des chiffres. Il se sentait à la fois insignifiant et immensément privilégié. Insignifiant face à la grandeur du phénomène cosmique qu'il avait révélé, privilégié d'en être le témoin privilégié, le premier à décrypter ses murmures. Il n'y avait plus de place pour le doute, seulement pour l'émerveillement et la quête insatiable de compréhension. Ces journées étaient un marathon intellectuel, une course contre la montre pour modéliser, analyser, interpréter. Les jours se transformèrent en semaines, et la métamorphose de Mars ne montrait aucun signe de ralentissement. Au contraire, elle s'accélérait, comme si la planète avait atteint un point de non-retour dans son réveil. Les pôles, jadis couronnés de glace carbonique et d'eau gelée, libéraient leurs réserves dans une cascade inouïe. D'immenses calottes glaciaires fondaient, nourrissant les fleuves et les mers naissantes.
Les tempêtes de poussière, emblème de la planète rouge, s'étaient raréfiées, remplacées par des systèmes météorologiques plus complexes, des nuages qui se formaient et se dissipaient avec des cycles similaires à ceux de la Terre, des précipitations qui s'abattaient sur les jeunes étendues vertes, les nourrissant et les faisant s'étendre encore. La pression atmosphérique continuait de monter, les températures de se stabiliser, créant des conditions de plus en plus propices à ce que l'humanité nommait vie. Mais quelle vie ? C'était la question qui hantait les esprits, celle qui dictait les priorités des nouvelles missions. Les images spectrales commençaient à révéler des signatures biologiques complexes. De pigments chlorophylles, oui, mais aussi d'autres marqueurs, étranges, inconnus, qui ne correspondaient à aucune forme de vie terrestre. Des molécules organiques d'une complexité insoupçonnée, des structures cellulaires primitives mais distinctes, des biosignatures qui ne figuraient dans aucun manuel de biologie. Était-ce le début d'une nouvelle ère pour l'humanité ? L'opportunité de s'étendre au-delà de son berceau terrestre, de coloniser un nouveau monde verdoyant ? Ou bien Mars était-elle en train de créer sa propre biosphère, un écosystème alien, potentiellement hermétique, voire hostile à l'homme ? La perspective de trouver une vie extraterrestre était passée de la spéculation à la certitude, mais la nature de cette vie restait une énigme terrifiante et fascinante. Le silence de l'espace n'avait jamais été aussi assourdissant, car il était désormais rempli d'une cacophonie de questions sans réponse. La nouvelle Mars n'était pas seulement une destination, elle était un miroir tendu à l'humanité, reflétant ses ambitions les plus folles et ses peurs les plus profondes. Elle était la preuve vivante que l'univers était bien plus étrange, bien plus imprévisible que tout ce que l'on avait pu imaginer. Elle était là, flottant au-dessus de chaque conversation, de chaque décision, une promesse verte dans le vide sidéral, attendant que l'humanité ose enfin s'en approcher, non plus pour la coloniser avec ses propres rêves et ses propres besoins, mais pour la comprendre, pour dialoguer avec elle, pour apprendre d'elle. Les premières missions de reconnaissance robotisée, dotées de nouvelles technologies de détection de vie d'une sensibilité inégalée, furent lancées dans une frénésie sans précédent. Des rovers agiles, des drones atmosphériques et des sondes aquatiques furent conçus et construits en un temps record, intégrant des capteurs capables de détecter les moindres traces de vie microbienne ou des composés organiques complexes. Leur trajet était plus court, leurs objectifs plus précis. Toucher ce nouveau sol, goûter cette nouvelle atmosphère, capter le murmure de cette nouvelle vie, échantillonner ses eaux, forer ses roches. Le monde entier retenait son souffle, les yeux rivés sur les écrans, attendant le premier signal, le premier contact direct avec cette planète qui nous regardait changer autant que nous la regardions se transformer. Le fardeau merveilleux de l'inconnu était plus lourd que jamais, mais l'humanité était prête à le porter, car Mars, la dormeuse éveillée, avait rallumé en elle la flamme de l'exploration la plus audacieuse. La course mondiale pour comprendre ce phénomène sans précédent avait engendré une frénésie sans pareille. Des missions robotisées, planifiées en quelques jours au lieu de décennies, s'élançaient vers le ciel, portées par l'urgence et une angoisse mêlée d'espoir. Les observatoires de la Terre entière, jadis rivés sur les lointaines étoiles, avaient tourné leurs pupilles géantes vers leurs voisines rouges, désormais vertes. Le docteur Harris Thorne, loin de l'isolement de ses premières observations, se retrouvait catapulté au centre d'une tempête médiatique et scientifique. Ses nuits solitaires dans l'Atacama avaient cédé la place à des journées épuisantes, rythmées par les conférences de presse, les comités d'urgence et les débats houleux entre pairs, tous ébranlés par la même réalité sidérante. Les premières données des nouvelles sondes, à peine arrivées en orbite martienne, ne firent qu'épaissir le voile du mystère. Ce que les télescopes terrestres avaient à peine effleuré, les instruments de proximité le révélèrent avec une clarté vertigineuse. La surface martienne n'était pas seulement verte, elle était vivante. Des motifs complexes, des réseaux dendritiques s'étendaient sur les plaines, s'insinuaient dans les cratères, remontaient le long des falaises, comme des veines gorgées d'un sang végétal inconnu. La pigmentation, bien que majoritairement d'un vert profond, variait, montrant des éclats de turquoise dans les zones humides, des teintes plus sombres, presque noires, là où l'épaisseur était maximale, et même des touches d'un ocre rouge persistant, comme des cicatrices d'un passé révolu que la nouvelle vie n'avait pas encore totalement englouti. L'atmosphère, autrefois fine et ténue, s'était épaissie avec une rapidité défiant toute logique planétaire. Les relevés de pression montraient une augmentation constante, et l'oxygène libre continuait de s'accumuler à un rythme qui aurait dû exiger des millions d'années d'activité photosynthétique. Mais sur Mars,
Les millions d'années se réduisaient à des semaines, voire des jours. Le cycle de l'eau était une symphonie en accéléré. Des nuages se formaient, se déplaçaient et déversaient des pluies éphémères qui sculptaient de nouveaux lits de rivières, gonflaient les lacs naissants. L'hydrologie liquide, le Graal de la planétologie martienne, était devenue une réalité tangible, visible, presque agressive dans sa manifestation. Des images haute résolution révélèrent des cascades dévalant des canyons, des deltas se ramifiant dans des mers intérieures, de vastes étendues d'eau scintillantes sous un soleil martien, autrefois perçu comme stérile et désormais porteur de vie. Le quoi de cette vie martienne était encore plus déconcertant. Les signatures biologiques détectées à distance par Harris Thorne s'étaient confirmées et amplifiées. Il ne s'agissait pas seulement de chlorophylle ou d'un pigment similaire, mais d'un éventail de molécules organiques d'une complexité ahurissante, certaines ressemblant à des acides aminés, d'autres à des structures protéiques, mais toutes portant des marqueurs isotopiques et des configurations atomiques qui les rendaient étrangères à toute forme de vie terrestre connue. C'était comme si un peintre cosmique avait utilisé une palette de couleurs et de textures entièrement nouvelles, créant une œuvre qui, tout en ressemblant à la vie, défiait nos définitions. Les scientifiques parlaient de biosphère martienne endogène, d'une explosion métabolique, mais ces termes ne parvenaient pas à masquer le vertige de l'inconnu. Nul ne pouvait dire si cette vie était unicellulaire, multicellulaire ou quelque chose d'entièrement différent, une entité planétaire agissant comme un super-organisme. La question du comment restait la plus lancinante. Les théories fusaient, des plus rigoureuses aux plus fantaisistes. Certains parlaient d'un catalyseur cosmique inconnu, une particule exotique ou une onde énergétique ayant interagi avec le noyau martien ou son manteau, déclenchant une réaction en chaîne. D'autres évoquaient une intelligence terraformante lointaine, ayant ensemencé Mars il y a des éons, avec des nanomachines ou des spores dormantes qui auraient été activées par un signal ou une condition environnementale spécifique. Les plus audacieux murmuraient l'idée que Mars elle-même était une forme de vie dormante, une entité géologique et biologique qui s'était éveillée, déroulant son propre destin. Chaque théorie était aussitôt contredite par de nouvelles données. Chaque explication ouvrait un abîme de questions supplémentaires. Le silence de l'espace n'avait jamais été aussi assourdissant, car il cachait une vérité que l'humanité ne parvenait pas à déchiffrer. Au-delà des cercles scientifiques, la transformation de Mars avait déchiré le voile de l'indifférence. La planète, autrefois un lointain point rouge dans le ciel, était devenue une présence obsédante. Visible à l'œil nu, sa nouvelle parure verte scintillait, une gemme opalescente qui changeait de teinte au fil des jours, révélant des motifs que l'on pouvait à peine distinguer sans assistance optique, mais qui hantaient les esprits. Les enfants la dessinaient dans les cours d'école, les poètes y voyaient une nouvelle muse, les religieux un signe divin, et les prophètes de malheur une menace existentielle. Les écrans de télévision diffusaient en boucle les images des sondes, montrant des paysages martiens d'une beauté irréelle, des vallées verdoyantes, des étendues d'eau miroitantes, des formations rocheuses drapées d'un lichen inconnu. Les gouvernements se déchiraient. Une coalition martienne unie fut créée en hâte, mais elle était minée par les rivalités nationales. Qui détiendrait les droits sur cette nouvelle frontière? Qui contrôlerait les données? Qui aurait le droit de décider du futur de Mars, voire de son exploitation? Les débats éthiques faisaient rage. Fallait-il y aller? Fallait-il respecter cette vie nouvelle, la laisser se développer, ou tenter de la comprendre, quitte à interférer? Et si cette vie était hostile? Et si elle était porteuse de germes inconnus qui pourraient anéantir la Terre? Les peurs ancestrales se mêlaient aux espoirs les plus fous. Harris Thorne, malgré les honneurs et l'attention, se sentait plus seul que jamais. La solitude du découvreur avait été remplacée par la solitude de celui qui porte un fardeau merveilleux, mais incompréhensible. Chaque nouvelle information, chaque image, chaque spectre analysé ne faisait qu'approfondir son sentiment d'humilité face à l'immensité du phénomène. Il se souvenait de ses premières observations, de l'infime altération de l'albédo, et comparait cela à la déferlante verte qui recouvrait désormais un hémisphère entier. Mars n'était plus une planète inerte qu'il observait, c'était une entité, un organisme qui évoluait sous ses yeux et qui semblait le regarder en retour, lui et toute l'humanité, avec une indifférence majestueuse ou une intention que nul ne pouvait percer. Des simulations complexes tentaient de modéliser l'évolution future de Mars. Certaines prévoyaient une stabilisation de l'atmosphère,
une montée en température progressive, la formation de calottes polaires d'eau et même, à très long terme, l'émergence d'une atmosphère respirable pour l'homme. D'autres, plus pessimistes, anticipaient une explosion biologique incontrôlable, consommant toutes les ressources de la planète ou produisant des gaz toxiques, transformant Mars en un enfer vert. Personne ne pouvait prédire avec certitude ce que cette planète, jadis la muse silencieuse de l'humanité, allait devenir. La vie sur Terre, malgré le choc cosmique, continuait son cours étrange. Les embouteillages persistaient, les factures s'accumulaient, les guerres locales ne cessaient pas. Pourtant, tout avait changé. Le ciel nocturne n'était plus le même. La petite étoile rouge familière avait été remplacée par un disque vert-bleu, un phare énigmatique qui flottait au-dessus de chaque conversation, de chaque décision, de chaque rêve. Mars n'était plus un fantasme lointain, elle était une réalité palpable, une énigme vivante qui défiait la raison et l'imagination. Elle était devenue le miroir changeant de nos propres espoirs et de nos peurs, une toile vivante sur laquelle un artiste cosmique redessinait les contours de notre univers et avec lui, de notre propre destin. Les sondes s'approchaient encore. Certaines préparaient des atterrissages délicats, des missions robotisées conçues pour prélever des échantillons, pour toucher cette nouvelle Terre, pour sentir ce nouveau vent martien. L'humanité se tenait au bord d'un précipice, le vertige de la découverte mêlé à la terreur de l'inconnu. Le silence n'était plus seulement celui de l'espace, mais celui d'une attente suspendue, d'un souffle collectif retenu, alors que le monde entier fixait les écrans, attendant la première image claire, le premier signe irréfutable de ce qui nous attendait sur la planète verte. Les signaux d'Aristorn avaient déchiré le voile. Mars, le désert rouge, était devenu un jardin d'Éden opalescent, une énigme vivante. La Terre, stupéfaite, avait réagi par une ruée frénétique. L'Initiative martienne unifiée, IMU, avait été formée, rassemblant les nations pour une première mission habitée, au sein de laquelle Aristorn lui-même, prophète malgré lui, s'était embarqué. Le voyage fut une odyssée de pure stupéfaction. De vastes océans miroitaient sous un ciel bleuté, des continents verdoyants s'étendaient à l'horizon. L'atterrissage fut historique, nos premiers pas sur ce monde nouveau confirmant l'incroyable. L'air était respirable, l'eau potable, la vie foisonnante, bien que d'une étrangeté saisissante. Mais l'émerveillement laissa vite place à l'appréhension. Des scanners révélèrent une anomalie énergétique sous la surface. Une expédition souterraine menée par Aristorn et son équipe découvrit l'impensable. Une installation extraterrestre massive, un dispositif de terraformation antique, désormais réactivé, qui avait orchestré cette transformation. Mars n'avait pas simplement ressuscité, elle avait été réveillée par une intelligence lointaine, oubliée. La nouvelle déclencha la fièvre rouge sur Terre. Tandis que l'IMU s'efforçait d'établir des avant-postes scientifiques, des empires privés, menés par des visionnaires comme Elias Vance, se lançaient dans une course effrénée à la colonisation et à l'exploitation. Les premières colonies s'érigèrent, mais les tensions montaient entre la préservation éthique prônée par des voix comme Zarakan et la soif insatiable de ressources. Puis, le cœur du dilemme se révéla. Le dispositif de terraformation, loin d'être un simple mécanisme passif, commença à montrer des signes d'activité indépendante, imprévisible. Mars se mit à évoluer à un rythme alarmant, générant des tempêtes d'une violence inouïe, des fluctuations atmosphériques erratiques et des formes de vie nouvelles, toujours plus complexes et parfois hostiles. Harris comprit la terrifiante vérité. Le dispositif ne terraformait pas pour nous, il évoluait Mars vers un état qui lui était propre, un but inconnu, potentiellement incompatible avec la vie humaine telle que nous la connaissions. La planète n'était pas un simple terrain à conquérir, mais un organisme vivant, pensant, dont la croissance nous menaçait désormais. Le débat fut incandescent, déchirant. Fallait-il tenter de désactiver ou de contrôler la machine extraterrestre, au risque de détruire l'habitabilité de Mars et de provoquer une catastrophe cosmique? Ou fallait-il s'adapter, se soumettre à l'évolution imprévisible de ce nouveau monde, au risque de notre propre survie? La présidente Petrova, le visage marqué par le poids du monde, prononça la décision finale. Un jugement qui allait redéfinir l'humanité. Non pas la domination, non pas la destruction, mais l'adaptation. Une coexistence radicale. Les premières colonies furent démantelées, relocalisées dans des habitats repensés, plus résilients,
intégrée à la géologie martienne en constante mutation. Les ingénieurs travaillèrent main dans la main avec les biologistes, non pas pour maîtriser Mars, mais pour en comprendre les rythmes, les caprices, les nouvelles lois. Elias Vance vit son empire vaciller, ses rêves de conquête s'effriter face à la réalité d'une planète qui refusait d'être domptée. Zara Khan, elle, devint l'architecte d'une nouvelle éthique, une charte de non-ingérence et d'humilité face à l'inconnu. Des décennies plus tard, Harris Thorne, vieilli mais l'esprit toujours vif, observait Mars depuis son laboratoire souterrain. La planète était une mosaïque vivante, un tableau en perpétuel mouvement. Ici, un océan s'était retiré pour révéler des plaines de minéraux chatoyants. Là, une forêt de plantes aux couleurs irréelles avait poussé, abritant des créatures sans équivalent terrestre. L'humanité n'avait pas conquis Mars. Elle y avait trouvé sa place, non pas au sommet de la chaîne, mais comme une partie intégrante de son écosystème extraterrestre. Nous avions appris l'humilité. Nous avions appris que l'univers n'était pas un terrain de jeu, mais un jardin infini de merveilles et de mystères. Mars n'était plus un miroir de nos ambitions, mais un professeur silencieux, nous enseignant que la vraie grandeur résidait non pas dans la domination, mais dans la capacité à s'adapter, à coexister, à écouter le souffle lointain d'une vie qui nous dépassait. Le destin de l'humanité n'était plus gravé dans la pierre, mais tissé dans les vents martiens. Un héritage rouge teinté d'espoir et d'une incertitude éternelle. L'aventure ne faisait que commencer, et nous n'étions plus tout à fait les mêmes.